La photographie de rue, je trouve que c'est pas une photographie qui est élitiste. À l'inverse, tu vois, si tu veux faire de la photo de sport, tu as besoin d'avoir un bon boîtier, des objectifs qui sont assez dispendieux, faut que tu aies accès à ça. Donc, faut que tu te déplaces. Photo de voyage, ben oui, voyager, mais tu peux voyager dans ta propre ville, tu vois. Aujourd'hui, je vais prendre un café avec ma caméra, puis potentiellement, je vais voir quelque chose qui va m'intéresser. Donc, ce côté-là aussi, un peu minimaliste et puis facile d'accès, ça me plaisait bien aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je m'appelle Florian Mauffreton et ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de ce podcast avec Julien, qui est toujours là, fidèle au poste. La deuxième question. La deuxième question du premier podcast, puisque si vous avez raté le premier épisode, j'ai simplement posé la question « Présente-toi rapidement à Julien » et on a quasiment fait 1 heure. Donc autant vous dire que je suis un peu stressé à l'idée de poser ma deuxième question. Je vais essayer de me contrôler. Si vous avez raté le premier épisode, je vous invite quand même à aller l'écouter parce que même si Julien se présente de façon exhaustive, il y a des choses très intéressantes et on va étendre un peu le sujet dans cet épisode, je l'espère. Donc voilà, Julien, comment tu vas aujourd'hui ? Ah bah ça va bien, très très bien. Sachant que ça fait seulement quelques minutes qu'on a enregistré le premier épisode, on va être transparent avec vous. Maintenant qu'on te connaît par cœur. Enfin, presque. Que on sait à quoi ressemble ta vie de ton adolescence jusqu'à maintenant, globalement. Ouais, à peu près. De 20 à 35. Ouais, c'est ça. Ce qu'on n'a même pas fait avant, tu vois. Je veux pas te redemander de te représenter dans cet épisode. non, fais pas ça. D'accord. On s'était arrêté au fait qu'aujourd'hui, donc, tu vis à Montréal et que tu es vendeur / conseiller chez Gosselin Photo Vidéo, qui est un magasin dans le centre-ville de Montréal, où vous vendez du matériel photo, vidéo et audio. Tu fais ça depuis à peu près 2 ans environ, si je me trompe pas. Et à chaque fois qu'on en parle, tu me dis j'adore mon boulot, j'adore travailler chez Gosselin. Pourquoi est-ce que c'est pas une critique, pourquoi est-ce que tu es passionné par ce travail? Qu'est-ce qui te plaît autant dans ce travail, dans ce magasin de photo vidéo? Ouais. Puis Thomas est pas là, donc... Ouais, c'est ça. En sachant que oui, dans le podcast, nous sommes 4 habituellement. Et Thomas et Julien sont collègues. Ouais. Et Thomas travaille aussi là-bas. En fait, maintenant qu'il n'est pas là, je peux vous dire, j'aime vraiment pas ça. Écoute, moi, j'adore ce métier. Je dis souvent à la blague, je suis payé pour parler photo toute la journée. Mais c'est carrément ça, en fait. Bon, c'est sûr que le lieu est inspirant, on va pas se mentir. C'est un beau magasin. Très beau magasin, qui ressemble un peu à Apple Store d'ailleurs, je trouve. J'ai l'impression des fois de revivre un peu le truc. Bon, c'est moins épuré quand même. Un peu, ouais, non, c'est moins épuré, ça c'est sûr. Au niveau des accessoires, c'est moins épuré. Mais écoute, moi je pense que ce qui me plaît le plus, j'en avais fait à l'Ozo, du coup, je vous renvoie au premier épisode, le côté conseil et vente, et j'avais aussi le côté formateur d'ailleurs que j'avais fait. Mais ici, je pense que, vu que maintenant j'ai plus de bouteilles, entre guillemets, c'est-à-dire que je connais mieux la photographie, je connais mieux les caméras, je peux vraiment me concentrer plutôt sur l'interaction client. Et c'est ça, en fait, je pense, qui me passionne. Donc, parce que à chaque client qui rentre, c'est une nouvelle opportunité, tu vois, de rencontrer quelqu'un, de lui faire raconter son histoire. Et autant je suis bavard en podcast, autant c'est plutôt moi qui fais parler mes clients quand je suis plutôt dans une posture de vente. Ouais, l'une des premières choses qu'on apprend dans la vente, alors je suis pas vendeur du tout, je suis pas spécialiste là-dedans, mais une des premières choses, je crois, qu'on apprend, c'est d'être à l'écoute, d'être capable d'écouter correctement son client et de pas penser pour lui. Carrément. C'est ça ? Ah ouais, complètement. C'est ce qu'on appelle la découverte client. Et moi, c'est un de mes très bons potes qui m'avait dit ça. Donc lui, c'est un bon vendeur. Et je lui ai dit, est-ce que tu as un conseil à me donner ? Il m'avait dit, Julien, c'est très simple. Fais juste fermer ta gueule. Okay. Ferme ta gueule et écoute ton client et tout est là. La vente, elle se fait toute seule. Okay. Tu peux quasiment vendre avec juste ton body language, en fait. Okay. C'est assez impressionnant. Et est-ce que tu as eu une formation spécifique à la vente avant de rentrer dans ces magasins ? Je me suis vraiment formé sur le tas. Okay. Formé sur le tas, donc je suis quelqu'un quand même qui est très observateur, donc et je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Je suis tout le temps en introspection. Donc j'essaye tout le temps après une interaction de me poser les questions de qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement. Et je pense qu'au début, ce qui me bloquait dans ma vente, c'est que j'avais plein de blocages internes. En fait, quand on parle de vente,
on peut des fois ramener à soi les choses. Donc, quand on parle de budget, par exemple, si toi, tu n'as pas le budget, bah, tu peux avoir tendance à transposer ton budget sur la personne en face de toi, ou tes propres choix, etc. Et le jour où j'ai compris vraiment, parce que même le mot vente, derrière le mot vente, il y a une connotation qui est assez négative dans le commun de ce que les gens pensent. Mais pour ça, des fois, on se cache, on dit on est conseiller. T'sais. Mais je n'ai pas peur du mot vente, parce que c'est mon métier de conseiller, mais après, en bout de ligne, quand même, de vendre quelque chose. Mais quand j'ai compris qu'en fait, vendre, c'est d'abord proposer, tout a débloqué pour moi, en fait, à ce moment-là. J'avais plus peur de proposer, parce que c'est pas à moi d'accepter ou de forcer quelque chose à quelqu'un. Je ferai jamais ça. Moi, je fais juste écouter mon client, comprendre son besoin, et par rapport à moi, mes connaissances et aussi mon expérience de tous les clients que j'ai servis avant lui, je me base de l'expérience de mes clients, qui vient de me nourrir mon propre background, et je propose, tout simplement. En fait, des fois, j'essaie de raisonner que Gosselin, c'est mon entreprise. Ouais. Donc, j'ai pas besoin de m'occuper du marketing, de la publicité. J'ai une équipe qui travaille pour ça, qui m'envoie des clients qui passent la porte. Moi, mon job, tu sais, j'ai même pas besoin de me gérer l'approvisionnement, tout ce qui est toi, tu es la conclusion. Stock, machin. Voilà. Moi, il y a des produits qui sont là, je regarde les produits qui sont disponibles, je regarde les clients qui rentrent et je fais des liens entre les deux. C'est vraiment comme ça que j'approche mon job. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un peu si tu as des bons produits, je pense que c'est très facile de vendre. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat et aujourd'hui, avec ce que j'essaie de mettre en place, alors c'est un peu différent parce que c'est plus des services on vend aussi des services à Gosselin, mais c'est de l'information qu'on vend et pas des produits, des caméras, etc. Mais bon, c'est un peu différent, mais ça se ressemble quand même. Mais pour moi, le challenge, il est aller chercher le client. À Gosselin, j'ai même pas besoin de me réfléchir, le client, il vient à moi. Donc moi, je sais que dans cette posture-là, envoie-moi un client, je vais être capable de parler avec lui, je vais le comprendre. Je ne sais pas si je lui vendrai quelque chose, ça dépend pas de moi, mais je vais au moins pouvoir lui faire une proposition intéressante. Et après ça, on verra. Okay. Donc non, clairement, il y a des parallèles à faire. Et ce qui est assez marrant, c'est que si on se balade sur les avis Google du magasin Gosselin, il y a régulièrement le nom de Julien qui apparaît dans les commentaires. Les gens te remercient, en fait. Ouais. C'est important, cette relation pour toi entre le vendeur, le conseiller et le client? Ouais. Clairement, honnêtement, je pense pas que je pourrais faire n'importe quel job de vente dans n'importe quel magasin. Ça marche à Gosselin parce que déjà on est très indépendant, le management nous fait confiance, et ça pour moi c'est vraiment la clé. Je peux prendre le temps avec mes clients, donc dans la limite du raisonnable, je vais pas abuser. S'il y a 10 clients en ligne, tu es obligé d'aller un petit peu plus vite. Ouais. Mais j'ai vraiment à cœur, quand j'ai des belles connexions avec mes clients, de toujours aller un petit peu plus loin. En fait, ça, je pense que ça a été un peu une déformation d'Apple, où on dit toujours le one more thing, tu vois, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vraiment transformer l'expérience du client et passe d'une expérience où j'étais juste venu acheter une caméra à waouh, genre j'ai rencontré quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'a fait penser à des choses que j'avais même pas vues. Des fois, tu sais, c'est par la qualité de tes questions que tu peux faire la différence. C'est même pas par les réponses que tu donnes. Donc ça, c'est là-dessus que je travaille. Et en fait, j'ai l'impression que même si ça paraît à première vue moins efficace parce que tu vas parler à moins de clients dans une journée, au long terme, c'est peut-être plus intéressant parce que ces gens-là, tu vas les fidéliser, ils vont avoir tellement une bonne expérience avec toi qu'ils vont même pas penser à aller dans un autre magasin pour acheter une nouvelle caméra un jour, ils vont forcément revenir te voir. Oui, puis après même, je pense que la relation au temps, c'est pas nécessairement... Peut-être au début, c'est un peu plus long parce que tu te rôdes, mais aujourd'hui, en fait, j'ai réalisé que je suis capable, en très très peu de temps, de rentrer tout de suite dans l'essentiel du sujet et de tout de suite mettre la personne en confiance. Et ça, c'est un truc, mais encore une fois, quand je vais commencer par le début. Moi, je suis convaincu que tout le monde peut être un bon vendeur. Vraiment. Je ne pense pas que... Parce que des fois, vendeur, on pense à quelqu'un qui est très extraverti, qui a la parlotte facile et tout. Et moi, je pense que tu peux être quelqu'un de gêné un peu et timide et malgré tout être un très bon vendeur. Parce que en fait, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de ton client. Et quand tu es justement... Moi, je pense que je suis quelqu'un d'un peu plus introverti, même si j'ai travaillé avec les années, etc., mais en tant qu'introverti, je suis quelqu'un qui observe énormément. Si tu observes ton client, tu comprends ton client. Et si tu comprends ton client, tu vas être efficace dans ta vente. Donc ça, tu es capable d'aller assez vite dans tes ventes et tout de suite presque de mettre le doigt dans le mille. Mais après, tu vois, moi, j'essaie toujours de faire vivre des petites expériences. Donc je me pige un peu à droite et à gauche. Par exemple, il y avait un bar à côté de chez moi où j'ai grandi. C'était le Palais de la Bière. Et le gars,
tu vois, il était tellement passionné de bière. Je veux dire, c'est pas dans tous les bars où tu commandes une bière et tu vis une expérience, tu vois. C'est souvent, ok, bam, prends ta bière, paye-moi et ciao. Lui, c'était quelque chose, tu vois, il te faisait vivre un truc. Et ça, des fois, je reprends un peu et je fais même ce parallèle. Donc, des fois, les clients, je leur dis, bon, bah, on est un petit peu comme dans une dégustation. Alors, je vais vous mettre une caméra sur la table. Donc, je vous en prie, prenez-la dans votre main. Puis, dites-moi votre première impression. Comment vous la trouvez? Parce que des fois, il y a des clients qui arrivent, ils n'ont pas le vocabulaire pour exprimer ce qu'ils veulent. Donc, ça peut être une technique de voir un petit peu et de sonder comme ça. Ok. Mais j'essaye de faire beaucoup aussi d'illustrations en parlant, si je comprends que la personne elle a une passion et que je connais un tout petit peu ce truc-là, bah, je vais essayer de faire plein de parallèles pour parler dans son langage à elle et qu'elle comprenne. Tu disais que tu as tout appris sur le tas, en fait. Est-ce que c'est simplement à force de discuter avec des clients en magasin, ou est-ce que tu as fait des recherches en ligne, tu t'es auto-formé, est-ce que tu as même acheté des formations en ligne par la suite pour encore plus améliorer tes compétences? Comment tu fais pour toujours t'améliorer et avoir des petites astuces comme ça au fur et à mesure? Alors, pas directement, j'ai pas lu directement de livres sur la vente ou pris de formation. Mais il y a beaucoup de contenu gratuit sur YouTube. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais tombé, je ne pourrais même pas te dire le nom de la personne, mais je trouvais ça vraiment cool. C'était des petites capsules où il proposait des techniques. Et que je me rappelle que pendant un moment, chaque jour, j'écoutais sa technique et j'essayais de la mettre en œuvre. Sur chaque client, je testais la technique pour la faire 10, 15, 20 fois, puis commencer à la maîtriser. Puis après ça, le lendemain, je passais à une autre technique. Puis il y a plein de petites techniques comme ça que j'ai cueillies avec les années. Et aujourd'hui, ben, tu vois, justement, je fais un peu de la formation aussi de mes collègues et j'essaie de les transmettre parce que des fois, il y a des outils qui vont te parler plus que d'autres, mais d'avoir toute cette panoplie-là, des fois, quand je suis coincé avec un client, coincé dans le sens que je suis comme, j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut, il n'arrive pas à me l'expliquer, ben, je vais dans ma boîte à outils et j'essaye une technique, tu vois. Alors après, il y a beaucoup sur le body language, l'observation. La PNL, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà, donc c'est la programmation neurolinguistique. Donc c'est comment bien communiquer, rentrer en synchronicité avec tes clients. Puis ça, je le fais, mais quasiment trop abusé. Mais c'est plus fort que moi. Mais genre, par exemple, j'ai un de mes clients, c'est devenu un pote, il est de Montréal-Nord et tout. Ben, quand je le sers, je le sers au comptoir, je vais parler un peu comme lui, tu vois, t'as l'impression que j'ai grandi dans la rue, quoi. Ah pas dans la rue, mais du langage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah non, mais de ouf, dans mes expressions, dans mon body language. Si c'est un couple de retraités, bah tu vois, je vais être beaucoup plus posé, tout doux et tout. Mais non, je m'adapte même quand il y a quelqu'un qui a un accent, c'est plus fort que moi, je le pogne un peu. Ouais. Par exemple, un Indien qui me parle anglais, je vais me mettre à parler anglais un peu coupé comme un Indien. Et à un moment donné, mais oui, mais ils doivent penser que je les singe, mais en même temps, ils doivent. Ben, tu sais, je le fais pas. Oui, c'est pas. C'est pas involontaire. Ouais. Et je pense qu'en fait, ils captent pas nécessairement, tu vois. Et c'est pareil, le côté. Bah, tu dois l'avoir très souvent. Des Québécois de pure souche et des Français qui vivent au Canada. Tu t'adaptes aussi au niveau de l'accent, de la culture aussi, même si elle est un peu similaire. Mais... Bah, les Français, souvent, ça dépend, mais je pense que les Québécois, ils savent que je suis pas québécois, mais des fois, il y a des Français qui pensent que je suis québécois. Ouais, parce que c'était dans un contexte. On peut comprendre. Si t'es touriste, fraîchement arrivé... un petit peu les expressions qui sont... Toi, tu le sais que t'es là, mais un Français qui vient d'arriver, il est à Montréal, dans sa tête, tout le monde est québécois, tu vois. Donc, il rencontre, tu parles avec 2-3 accents et 2-3 mots de vocabulaire, et voilà. Mais des fois, j'aime bien parce que je comprends qu'il comprend pas que je suis, je suis français. Donc, je dis rien, puis à un moment donné, je casse la vente, tu vois. Bah, pas casser, mais je casse le rythme en disant... ah bah du coup en euros ça fait ça, bah, t'as regardé à la Fnac, machin. Et tu vois, je dis des trucs où d'un coup je retourne dans son univers à lui et je vois que ça crée des trucs, tu vois. Il bug dans sa tête. Ouais, il bug un peu dans sa tête, mais ça je trouve ça... Où je vais parler vraiment comme un Français, je dirais c'est une dinguerie ce truc-là, où tu vois des... Ouais. Ça je trouve ça cool de faire ça comme ça, de choquer un peu la personne, mais gentiment, tu vois. Et ça, c'est ça qui crée les liens. Et après tu parlais des commentaires, mais c'est ça que... Tu sais, les commentaires c'est super important pour le magasin, ça, surtout qu'on a énormément de touristes. Faut pas avoir peur de demander un commentaire. Et même dans la vie en général, je pense que quand on a quelqu'un qui... Si vous faites vivre une bonne expérience à quelqu'un, c'est toujours le fun de demander... bah, si tu as vraiment aimé ton expérience, ça pourrait être cool. Fais-moi une lettre de référence, tu sais, je veux dire... ça peut toujours servir. Okay. Même pour toi, c'est un petit cadeau. Tu peux relire ça après, puis t'es comme nice. J'en profite, en parlant de commentaires. Si vous êtes en train de vivre une bonne expérience avec cet épisode et que ça vous plaît, laissez un commentaire. Tu vois, j'apprends vite, Julien. Ouais, très bien, très bien. Je vais en profiter aussi pour changer un petit peu de sujet, c'est dans la continuité, mais donc tu es vendeur spécialisé dans un magasin de photos. Ouais. La photo, comment est venue cette passion? On en a un petit peu parlé dans l'épisode précédent, mais à quel moment tu as eu un déclic en mode
je veux que ça fasse partie de mon métier, de mon travail de tous les jours, de parler de photos. En fait, avant de partir plus dans la vente, quand j'ai travaillé à Lozo, j'étais conseiller vendeur, mais mon projet, c'était vraiment de devenir photographe commercial, tu vois, de vivre de la photo, vivre de ma passion. Et donc, j'ai fait pas mal de contrats, je faisais du mariage, j'ai travaillé pour le journal Métro à un moment donné. Donc, j'étais très intéressé par le côté photo-reportage, portrait, documentaire, donc un peu ce champ-là. Et je suis tombé dans la photo de rue à un moment donné, un peu par hasard, et j'ai trippé. J'ai vraiment trippé. Et à ce moment-là, on m'a proposé de donner une conférence sur la photo de rue. Ça a été un super succès. À ce moment-là, j'avais jamais pensé à moi comme conférencier. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, finalement, il y a de la demande, parce que la photo de rue, c'est encore aujourd'hui, je pense, mais surtout à cette époque-là, c'était très, très populaire. Donc, j'avais monté avec un pote une conférence qu'on avait donnée dans les clubs photo. Donc, je voulais vraiment vivre par la photo, mais des fois, ça débordait. C'était pas strictement dans le côté je prends la photo, mais plus dans le côté apprentissage, formation. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Okay. Donc, c'était un peu mon plan B. Je me disais, si je vis pas de ma photo en tant que telle, je l'enseignerai. Tu vois. Ça, c'était au début de ta vie de photographe, on va dire. Ouais. Et à aucun moment, parce que moi, je sais que ça serait un peu le cas, à aucun moment, tu as eu ce syndrome de l'imposteur en mode je démarre dans la photo, est-ce que je suis légitime à faire des conférences sur la photo, par exemple? Ouais, je l'ai eu avant. C'est pour ça que j'ai étudié en photo. Je pense qu'aujourd'hui, j'avais besoin du visa et tout, mais je pense pas que ça soit nécessaire d'étudier en photo pour être photographe. Vraiment pas. Ça peut te donner un réseau, potentiellement, un peu de confiance, mais dans mon cas, un visa. Mais c'était plus mon côté académique où je me dis des fois, justement, je suis un peu imposteur, et le fait d'avoir un diplôme, dans ma tête, ça me sécurisait. J'avais l'impression d'avoir fait les choses correctement, dans l'ordre, et c'est pour ça que je l'ai fait. Mais après ça, pas vraiment. Pas vraiment. Au niveau de la photographie aujourd'hui, puis d'ailleurs, j'ai plus appris en travaillant à Lozo qu'en étudiant à Marsan. Okay. Vraiment, moi, je le recommande à n'importe qui s'intéresse à la photo, de travailler dans un magasin photo, c'est incroyable. C'est le fait d'être dans le magasin photo et d'être au contact de tous les produits, ou à force de discuter avec les gens? Les deux. Alors, okay. les clients qui sont souvent des professionnels, donc tu apprends énormément d'eux, tes collègues qui sont des passionnés, donc tu apprends énormément, et les produits, tu veux accès à toutes les caméras, tu peux tester, tu peux comprendre. Et c'est vrai, mais aujourd'hui, tu mets dans n'importe quel shoot avec n'importe quel équipement, je suis capable de shooter. Ce qui n'est pas le cas de tous les photographes. Souvent, ils sont habitués à leur caméra, à leur appareil. Donc ça, je me suis rendu compte que ça m'avait rendu un peu caméléon. Okay. Et c'est je pense que c'est une bonne compétence à avoir. Donc, ouais. Ok. Et tu as parlé de street photo. Qu'est-ce qui t'a vraiment allumé dans la photographie des rues, en fait? Je pense que ça reconnectait peut-être avec la photo que je faisais en voyage. Mais c'est... Ouais, parce qu'en fait, je me dis, avec tous les voyages que tu as fait dans la nature, tu as traversé le Canada, tu as fait énormément de choses, cet aspect, les grands espaces, tout ça, j'avais l'impression que c'était important quand même dans ta vie. Je me serais plus attendu à ce que tu aimes faire de la photo de nature, de grands paysages, de nature, même peut-être, pourquoi pas, des animaux, des choses comme ça. Non, c'est la rue, la ville, l'environnement urbain. Est-ce que tu sais pourquoi C'est peut-être un retour aux sources. Je suis né au centre-ville de Lyon. J'ai toujours aimé les grandes villes. Même New York, Londres, tu vois, toutes ces grandes villes-là, moi, ça m'a toujours un peu fasciné. Puis je trouve que l'humain est intéressant. Moi, j'aime l'humain profondément. Et quand tu commences à t'intéresser au travail, justement, en photographie, tu as eu différents mouvements. Tu as eu les pictorialistes, qui a été un des premiers mouvements, mais après, tu as eu la straight photographie. Et après, tu as eu les humanistes. Et les humanistes, c'était toute la période justement des guerres. Donc, c'est des photographes qui ont vraiment commencé à documenter le quotidien. Donc, c'est des photos que je trouve super importantes en plus pour l'histoire, tu vois. Et moi, c'est ces photographes-là, en fait, qui m'ont inspiré. Quand je voyais leurs images, je me voyais faire ce genre de photos-là. Donc, après ça, après aussi, il y a un côté convenient. Tu vois, t'es en ville, t'as ta caméra. La photographie de rue, je trouve que c'est pas une photographie qui est élitiste. À l'inverse, tu vois, si tu veux faire de la photo de sport, tu as besoin d'avoir un bon boîtier, des objectifs qui sont assez dispendieux, faut que tu aies accès à ça, donc faut que tu te déplaces. Photo de voyage, oui, voyager, mais tu peux voyager dans ta propre ville, tu vois. Aujourd'hui, je vais prendre un café avec ma caméra, puis potentiellement, je vais voir quelque chose qui va m'intéresser. Donc ce côté-là aussi, un peu minimaliste et puis facile d'accès, ça me plaisait bien aussi. Ouais, et puis on avait parlé dans un précédent épisode de...
chaque marque d'appareil photo a un peu son personnage qui va avec, sa caricature. Et c'est vrai que tu as un peu la caricature du street photographeur, je trouve. Ouais, non, clairement. Et c'est assez fou en vrai, parce que ça fait... je sais pas si ce qui est venu en premier, c'est ton style ou ton amour pour la photo de recul. Il a un peu les deux. Je pense que l'outil m'a influencé aussi quand j'ai rentré chez Fuji, j'ai avec la X-T1 pour faire mon portfolio. J'étais très portraitiste, mais j'avais commencé à ce moment-là à shooter avec une Prime, avec une 35-1.4, la première. Okay. Et ouais, mon portfolio, ça a été vraiment un changement. Même, je me rappelle, un de mes profs me l'avait dit. Il regardait parce qu'on était dans les salles avec tous les écrans et tout. Et ce jour-là, ça m'a marqué parce que je me rappelle, il était passé, il me dit là, Julien, je sais pas ce qui s'est passé avec toi, mais il y a quelque chose qui a changé. Et là, il regardait mes images et il disait là, t'es parti ailleurs. Okay. Et avant ça, j'ai trouvé que ma photo, elle était un peu plate, tu vois, c'était un peu cliché, mais c'était nécessaire parce que tu fais tes classes, t'apprends, tu te formes techniquement. Je faisais du studio, tu sais, tu fais plein de choses à l'école. Mais ça te permet de voir aussi ce que t'aimes pas, tu vois, faire des photos de publicité, des flacons de parfum, des trucs comme ça me tentait pas. Le côté retouche, je suis pas très retouche sur l'écran et tout. J'avais commencé à faire de la pellicule, moi j'aimais plus ce côté un peu justement organique un peu, et tu vis ton truc avec pas trop d'artefacts. Et après, je suis quelqu'un qui aime bien l'histoire aussi, tu vois, j'aime bien, souvent dans les musées, quand t'as des vieilles photos noir et blanc, moi j'aime bien regarder, j'aime bien m'imaginer à quoi la vie ressemblait à cette époque-là. Et la photo c'est un peu ça. Est-ce que tu regrettes d'être né trop tard? Des fois, je me dis ça. En même temps, j'ai un côté ultra futuristique où vraiment, je veux voir ce qui va arriver avec l'IA, avec les machins et tout. J'ai un côté de moi qui est comme ça. Mais je suis quand même quelqu'un en contrepartie qui est très nostalgique et qui est très tourné vers le passé. Ouais. Et je pense que peut-être que moi, mon époque, ça aurait été les années 50, les années 60. Je pense que c'est une période que j'aurais bien aimé vivre. Mais bon, je suis content maintenant, c'est bien. À part la fucking pandémie, là, c'est correct. Et justement, cette période, elle te passionne pour quelle raison? Est-ce que tu as des grands-parents qui t'en ont parlé, qui t'ont fait rêver de cette période-là parce qu'ils trouvaient ça incroyable? Est-ce que c'est des films? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui te font apprécier cette période et c'est pour ça que t'aimerais y avoir vécu, ou ça sort de nulle part et c'est juste un truc au fond de ta tête? Je pense que c'est ces images justement qui me font rêver quand je pense par exemple au travail de Robert Frank, tu vois, qui a traversé les États-Unis avec son petit appareil pour documenter les Américains. C'est le genre d'image, donc forcément c'est à cette époque-là. Mais du coup, j'essaie toujours de prendre du recul en me disant, mais ma photo que moi je prends aujourd'hui, elle a un côté pour moi qui est plate, banal, parce que je le vois tous les jours. Mais j'essaie toujours de me dire, mais peut-être que c'est comme une bouteille de vin, tu vois, que tu mets de côté et qui pourrait bien vieillir, pas toujours, mais des fois. Et tu te dis, quelle valeur aura cette photographie dans 20 ans quand quelqu'un va la voir? Qu'on sera rendu dans le turfu et ils vont regarder, ils vont dire, je sais rien, peut-être qu'il n'y aura même plus de téléphone, tu vois, ça sera projeté dans les yeux, j'en sais rien. Et puis on était tous là sur le téléphone. Ça, il y a un côté intéressant. Donc, documenter son époque en essayant de prendre un pas de recul et de voir quelle est la curiosité de notre époque. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont bizarres. Donc, de photographier, ça, j'aime bien. Je pense qu'il y a toujours... même les générations futures vont être nostalgiques de notre période à nous. Toujours. Et à l'époque, les gens qui étaient dans les années 50, ils étaient nostalgiques peut-être des années d'avant parce qu'ils auraient aimé connaître. Ouais. C'est toujours ça, en fait. Mais c'est ce côté nostalgique, j'ai l'impression que tu l'étends aussi un petit peu à ta vie en règle générale, parce que t'es pas le gars le plus tech du monde non plus. Tu vois, même par rapport à ta consommation des réseaux sociaux, tu t'améliores. Je m'énerve un peu. Tu t'énerves un peu. Mais t'es pas tout le temps dessus, t'es pas au taquet sur ton téléphone tout le temps, tu fais attention à ça, t'essaies de te prendre des périodes pour toi, tu lis des bouquins, alors que la tendance est au contenu de plus en plus court. Même dans ta vie de tous les jours, sans parler de photos et tout ça, t'es un peu en mode, pas old school, mais ouais, t'as ce côté nostalgique de je sais pas, tu disais la pellicule pour la photo, de faire imprimer tes trucs. Tu le remarques ça ou... Ouais, je le remarque. Est-ce que c'est volontaire ou tu le fais naturellement parce que tu l'as intégré dans ta vie pour moi, c'est des plaisirs simples en fait. J'aime bien me raccrocher à la simplicité. Ouais. Je trouve que. Et tu penses qu'aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui n'est pas aussi simple qu'avant? Non, elle est infiniment plus complexe à mon avis. Mais pour quelle raison?
trop d'opportunités, trop d'informations à comprendre, à distiller, à processer. C'est stressant, en fait. On vit dans un stress permanent. Et... Est-ce que tu penses que c'est Internet qui veut ça parce que on a des informations du monde entier en permanence en temps réel? Je pense que oui, mais tu sais, chaque révolution, il y a deux tranchants. C'est-à-dire que moi, je reviendrai pas en arrière. Internet, je trouve que c'est incroyable. Ça permet vraiment justement de niveler l'information, l'information que tout le monde y ait accès à travers le monde. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est plus juste, en fait. Internet, c'est une technologie qui est juste. Mais le mauvais côté, c'est ça, c'est qu'il y a des travers. Et effectivement, avec tout ce flux d'informations-là, tout va beaucoup plus vite. Et nécessairement, après, si tu te sors de ce système-là, tu te mets un petit peu en marge, quoi. Mais tu vois, je me rappelle des fois, mes grands-parents, ils avaient une caravane dans la campagne. Quand on est là-bas, tu vois, ça rouillait, comme on disait avec mes frères. On allait faire des cabanes dans les bois. Les jeunes d'aujourd'hui, je sais pas s'ils sont connus ça, tu vois. Je leur souhaite, sûrement qu'il y en a que oui. Mais rouiller, en fait, c'est cool aussi, tu vois. Genre, t'as rien à faire. Des fois, chez nous, je fais rien, man. Juste, tu te poses. Mais ça, il y a de moins en moins de gens qui sont capables de le faire, de rien faire. C'est là que t'es le plus créatif aussi, je trouve. Ton cerveau, il réfléchit. Ou juste, même, je sais pas, tu te lèves tard, tu prends un café sur le balcon, après ça, tu lis un livre dans un parc. Tu sais, c'est des trucs vraiment simples, accessibles à tous. Moi, j'adore. Est-ce que tu penses que ça va revenir, ce côté-là? Parce que les gens vont avoir un ras-le-bol que ça aille trop vite tout le temps et vont vouloir stopper, parce que si on étend un peu plus, il y a de plus en plus de burn-out. Enfin, on entend beaucoup plus parler. Il y en avait certainement beaucoup avant, mais on entend beaucoup plus parler. C'est beaucoup plus commun maintenant que dans ta famille ou dans tes amis. Il y a des gens qui ont fait un burn-out dans leur carrière, alors qu'ils sont même pas rendus à 40 ans, tu vois. Et ce côté, et j'en discutais il y a pas très longtemps avec un ami que tu as rencontré au magasin d'ailleurs, qui est dans quasiment la quarantaine bientôt, et qui veut avoir cette connexion à la nature parce que justement son métier faisait qu'il était souvent derrière un ordinateur et qu'il avait besoin de nature, que le Covid l'a empêché de voyager, de faire des balades en forêt ou que sais-je. Est-ce que tu crois que ça va revenir en force, ce côté sortir, rien faire, être en pleine nature? Ouais, c'était une belle discussion que j'avais eue avec lui. Je sais pas si ça va revenir en force, mais je pense que on va voir ça de plus en plus, dans le sens que c'est comme des cycles. Et tu sais, là on parle de la slow life, je sais plus si on a fait un épisode. On en parlait. On a fait un épisode. Dès qu'il y a quelque chose qui est trop... qui est trop, comment je dirais, trop extrême, en fait, il y a un balancier, tu vois, il y a quelque chose et on vient reneutraliser un petit peu les deux. Donc, la technologie, elle permet aussi, d'une certaine façon, au début, il y a un côté très, juste, ça complexifie, mais après, ça simplifie aussi beaucoup de choses, tu vois. Donc, ça dépend, en fait, c'est vraiment l'utilisation de cette technologie-là qu'il faut questionner, en fait, pour soi-même et pour les autres. Et après, il y a... On parlait de ça justement avec mes frères hier. Ouais, c'est hier. On parlait du business de l'attention, tu vois. Et Christian, il disait qu'il avait vu ça et il trouvait ça intéressant. Je suis assez d'accord. Il disait que ceux qui allaient le mieux marcher dans tout ce qui est créateur de contenu ou ceux qui vendent des formations et tout, il disait vu qu'on est tous sollicités sur notre attention, c'est ceux qui vont pouvoir donner de la perspective. Et il dit aujourd'hui, ça sera peut-être le business de la perspective, dans le sens, il y aura toujours l'attention en bout de ligne, mais c'est quelqu'un qui te permet de prendre de la hauteur et d'un coup, tu dis, j'ai pas besoin de tout ça. Ou je sais pas si tu as déjà senti ce feeling, comme par exemple sur Instagram, pas sur Instagram, sur Twitter, en ce moment je suis à fond sur X, t'as plein de trucs, ok? Mais à un moment donné, tu tombes sur un compte où t'as l'impression que le gars, il résume tout pour toi et tu connectes avec sa vision et tu dis, trop stylé, en fait, je peux juste le suivre lui et c'est cool. Tu vois, où t'as un média qui résume tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'ouvrir 12 onglets. Alors, ce truc-là est stylé. Je pense que ça arrive. Mais après, tu es tellement noyé dans un flot de contenu, ça revient. En fait, je retombe dans le cercle où je vais aller regarder plein de gens qui disent la même chose. Le nombre de vidéos... C'est toujours pareil. Nombre de vidéos qui disent la même chose que j'ai regardé, alors qu'en fait, j'aurais dû m'arrêter à la première. J'avais déjà toute l'information nécessaire. Et c'est impressionnant. J'ai perdu des heures et des heures à regarder 3 fois le même contenu, quasiment. Mais il faudrait arriver justement à prendre de la hauteur, comme tu dis,
prendre des notes une bonne fois pour toutes sur un sujet et tu reviens plus dessus en fait. C'est ça. Parce que justement, YouTube fait en sorte qu'il te propose 50 000 contenus en rapport avec ce que tu as regardé précédemment, donc tu vas vouloir toutes les regarder pour comparer et ainsi de suite. Et tu perds ta journée, quoi. Est-ce que en photo, tu t'es tombé dans ce piège-là au début quand tu voulais apprendre de regarder, d'être boulimique d'informations, ou l'expérience sur le terrain a pris le dessus? Un peu des deux. J'ai trouvé vraiment quelques photographes qui... Alors, c'est le collectif Magnum. Donc, moi, je suis vraiment resté sur Magnum, sur les photographes qui gravitaient autour de cette agence-là. Et après, c'était beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique. Donc, non, là, pour le coup, je suis pas... Même l'équipement, tu vois, mon métier fait qu'il faut que je me tienne un peu informé. Mais je t'avoue que des fois, je manque quelques caméras. Ça m'empêche pas de bien conseiller mes clients parce que tu comprends la base. Tu comprends l'influence d'un capteur, le choix de la focale, tu comprends ton client et en vrai, les caméras ne se réinventent pas à chaque génération. Tu vois, Sony, on avait calculé, ils ont sorti plus que... En ce moment, ils ont 20 modèles. Quelque chose comme ça. On a fait le calcul avec Mathis, c'est un truc de malade. Je parle juste des boîtiers objectifs interchangeables. C'est ridicule. Personne ne peut tout savoir. Tu t'appelles Gérald Dondon, tu as une chaîne YouTube, tu vois, mais en vrai... Ouais, c'est ça. Puis ça m'intéresse pas plus que ça, en vrai, la technique. Tu vois, c'est les images derrière que tu peux faire, l'expérience. Je parle toujours d'expérience avec mes clients parce que pour moi, c'est pour ça qu'on fait de la photo. Tu te vois en train de voyager, tu te vois avec ta famille, tu vois, si c'est des portraits de famille que tu veux faire. C'est pas que t'es 40 millions de pixels, on s'en fout, en fait. Il y a des gens que ça intéresse, mais en vrai, ces gens-là, ils font même pas de photos. Tu vois, ce qui les intéresse, c'est vraiment la technologie, machin, et ça, c'est parfait. Mais les vrais photographes, non, je vais créer un clivage là. Alors attention. Non, je vais créer un clivage. Mais ceux qui sont intéressés plus par la pratique photographique, à moins qu'ils aient vraiment un challenge, là je vais mettre un peu de l'eau dans mon vin, mais tu as vraiment un challenge et puis la technique permet d'y résoudre, bah tant mieux. Mais en vrai, les gens qui veulent faire de la photo font de la photo avec ce qu'ils ont et puis... Ouais. Tu as fait un petit lapsus en disant les vrais photographes. Non, mais ouais, mais au fond de toi, ça veut dire que... Tu me pousses à la faute. Au fond de toi, ça veut dire qu'il y a des vrais et des faux photographes? C'est quoi la distinction entre un vrai photographe? Tu vois, je vais faire le parallèle et je suis content parce que j'ai eu un client qui, lui, était dans le son. Et il m'a dit, mais c'est pareil. Il dit, parce qu'à un moment donné, il vendait, lui, des enceintes. Et c'est un truc, moi, je connais rien à ça, mais c'est compliqué. Hein. T'as des trucs de fou, t'as des techniques, t'as des machins. Là, quelqu'un qui connaît va dire de quoi il parle, mais ils disent pas les bons mots. Mais il me disait, à un moment donné, quand tu vends des systèmes de son toute la journée, bah, tu parles plus que de ça, tu vois. Tu parles d'impédance, tu parles d'acoustique, de machin, mais t'écoutes plus de musique. Et c'est un peu ça que je voulais dire, en fait. Par vrai photographe, je veux pas insulter personne, mais c'est plus qu'à un moment donné, tu parles de gear toute la journée. Je vois des gens qui changent leur équipement tout le temps pour rester à jour, mais je vois pas leurs photos, tu vois. Qu'est-ce qu'ils font concrètement comme photos ? Moi, je suis convaincu que si tu veux vraiment grandir en tant que photographe, vraiment être plus mature dans ton art, parce que c'est un art, il faut plutôt investir dans une opportunité de faire de la photo. Que ça soit un voyage, une exposition, une conférence. Il y en a pour lesquels c'est un art, il y en a pour lesquels c'est seulement un métier, en fait. Et ça, est-ce que ça aussi, tu c'est de moins en moins vrai quand même, je pense. Parce que c'est tellement compliqué de vivre de la photo qu'il faut que ce soit un peu ta passion. Photo studio, photo de mode, tous ces trucs-là. C'est en train de disparaître. Il y a quand même c'est un travail et les gens ont pas... Limite, t'as pas besoin d'être un énorme passionné. Il faut que tu sortes la photo la plus propre possible avec le moins de reflets, le moins de poussière possible. Et t'es dans l'aspect chirurgical de... C'est même plus une photo, en fait. Tu vois? Enfin, je veux dire, c'est pas un moment présent, c'est... Non, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est la photo commerciale pure et dure. Mais j'ai de la misère à croire... C'est plus un travail qu'une passion. J'ai de la misère à croire que quelqu'un est arrivé sans passion à ce métier-là. Ouais, mais... Il y a tellement d'autres métiers beaucoup plus payants, beaucoup plus faciles d'accès. Ouais. Peut-être. Ouais, mais l'attrait de la technologie, d'avoir les caméras avec les plus gros capteurs possibles pour avoir la meilleure résolution, tout ce que tu veux, ça peut être ça qui attire les gens à faire ce genre de photos, par exemple. C'est peut-être le côté lumière, éclairer un sujet, un produit, après, un truc comme ça. Je pense qu'il y en a après, ils vont effectivement, tu peux être dans ce truc-là, tu vois, tu peux tomber dedans. Effectivement, l'outil, si tu te passionnes de technologie, c'est vrai que c'est génial. Hein, et tu as de quoi faire. Hein, il y a tout le temps des trucs, tu as envie d'essayer. Et ça peut être ça ton plaisir. C'est peut-être pas tant l'image que tu vas prendre que tout le processus technique. Je sais qu'il y en a qui triplent là-dessus. C'est très bien. Mais tu vois, je suis à mon échelle en vidéo, je suis un peu rendu là où ce qui me fait plaisir, c'est d'utiliser les produits. C'est le process
Ah, Tu vois, là, sur la table, on a un mélangeur vidéo. Utiliser ça, ça me procure plus de plaisir que le résultat final. C'est installer ça, brancher les caméras, faire les cadres, vérifier que tout fonctionne, que le son arrive dans la régie, que tout cet aspect technique-là me plaît presque plus que le contenu final qui va être diffusé. Donc c'est un peu dans ça où je te dis que... Ça, je l'ai vécu avec l'argentique, tu vois. Quand j'avais ma Leica M2, mettre un film dedans, quand tu crinques, quand tu mets... Donc là, j'ai pas pris la photo, ou même quand je la prends, j'ai même des fois... avant même d'avoir enregistré ou fait la photo, t'as déjà eu du plaisir. T'as déjà du plaisir, ouais, non, ça je suis d'accord. Comme quelqu'un qui s'intéresse à la mécanique automobile. C'est sûr, hein, en fait, c'est ça, la photographie, t'es entre deux chaises, t'es entre la technologie et l'art, tu vois. Et t'as les deux types de populations qui se retrouvent sur cette passion-là. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et ça va créer des débats aussi, parce que il y a des gens qui vont être pro spécifications techniques avec les plus gros capteurs, les meilleures options, tout ça. Et d'autres qui vont être avec un appareil vieux de je sais pas combien d'années, avec quand tu parlais des Leica M et tout ça, où eux, ils en ont rien à faire de l'aspect technologique des appareils, ils veulent juste faire des photos. Ouais, il faut qu'en bowling, tout le monde ait du plaisir. Hein. Ouais. Et tu as ces deux types de clients, j'imagine, qui passent au magasin. Oui, clairement. Tu as des anecdotes un peu, d'ailleurs, pour terminer sur des clients que tu as vus au magasin, sans donner de nom, mais des trucs un peu particuliers, des discussions farfelues, ou je sais pas, des trucs super intéressants. Ouais, bah écoute, je suis même ami maintenant avec beaucoup de clients, pour rien te cacher. Je sais pas, moi, il y a eu un client qui était marquant. Lui, tu vois, pour le coup, il faisait pas de photos, de vidéos. En fait, il voulait équiper son frère. Ok. Je sais pas si je t'ai déjà parlé de lui. Bon, je donnerai pas nécessairement de nom, mais bon, il y a beaucoup de tourisme à la boutique de Montréal. Puis là, c'était dans ce cadre-là. Donc, c'est une personne qui arrive et qui me demande si on a la Blackmagic Studio 4K. Fait que pour genre là. Fait que je vérifie, on l'a pas en stock. Je dis bon, je vais passer un petit coup de téléphone, voir, parce que je sais qu'on peut les avoir quand même rapidement, les caméras. Donc là, j'appelle. Puis la personne au bout de la ligne me dit oui, c'est bon, on l'a en stock. Donc je dis ok, c'est bon. Et la personne me dit parfait, ben j'en prends 3. Donc là, tu vois déjà la vente, tu sens que ça part sur autre chose. Et en fait, pour la petite anecdote, donc lui, c'était un chanteur qui était venu à Montréal dans le cadre d'un des festivals. Et on a bien connecté. Et en gros, lui, son projet, c'était d'équiper complètement son petit frère qui habite en Afrique et qui était journaliste indépendant et voulait lui monter un studio tout équipé, au complet. Et il était vraiment drôle parce que en tout cas, il m'a raconté ses histoires et tout. C'était vraiment un personnage. Et on a bien connecté. Et écoute, il est venu tous les jours de la semaine. Et il l'a acheté pour des dizaines de milliers de dollars. C'était assez impressionnant. Il payait cash sur le comptoir, les billets de 100. Fait que non, c'était cool. Et il repartait avec tout le matériel pour installer son frère. Ouais, il partait avec tout. Écoute, c'était vraiment drôle. Je veux pas donner trop de détails non plus, parce que je veux pas non plus mettre la personne ou quoi que ce soit, mais pour te dire, à la fin, il était venu avec son crew, avec son équipe. Puis à un moment donné, parce que là, on avait acheté tout le matos, fait qu'il dit mais où est-ce que je mets ça et tout. Je dis peut-être dans une valise Nanook et tout, pour commencer à trimballer ça sera bien protégé. Fait que là, on achète les valises, puis on commence à mettre ça dans les valises. Et là, il y a un gars qui arrive et qui part avec la valise. Donc là, je dis attention, tu sais, je comprends pas ce qui se passe. Je crois limite c'est un vol. Il dit non, c'est un gars, il bosse avec moi et tout. Mais c'était trop bizarre parce que je l'ai pas vu appeler ce gars-là. Tu vois, on a juste mis des trucs dans une valise, puis il y a un mec random qui est arrivé, qui part avec la valise. Puis il y a eu genre plusieurs personnes comme ça qui faisaient des allers-retours, puis qui enlevaient les valises. Puis écoute, c'était cool, c'était une belle interaction. Et lui, tu vois, il comprenait pas nécessairement la technique. Il voulait, lui, c'est pas ça qu'il voulait, tu vois. Ok, donc c'est vraiment toi qui l'as conseillé. C'était toi, il se fiait sur moi, sur nous, parce que on a été plusieurs aussi à l'aider, mais ouais. Ok. Donc ça, tu vois, c'est une belle anecdote. J'en ai une autre, c'est un très bon client aussi qui est devenu un super ami. Maintenant, on se voit régulièrement, on fait des sorties photos ensemble, on se fait des bouffes et tout, et c'est cool de voir des fois que ça commence sur est-ce que vous avez ça en stock, et puis finalement de fil en aiguille on connecte bien, on échange, on se voit une fois ou deux, et puis après ça on se voit dans d'autres contextes, quoi. Est-ce que c'est commun pour les vendeurs à Gosselin de devenir amis avec tous leurs clients, ou c'est que toi? Je pense pas. Je sais que Victor, il ajoutait beaucoup de gens sur Instagram. Ouais. Là, je pense dans l'équipe, je fais peut-être un peu plus que les autres là, mais. Okay.
Donc, tu as vraiment cet aspect relation humaine qui est hyper important. Ouais, pour moi, c'est le plus important. Ouais. Ok. Sinon, j'aimerais pas mon métier. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. Puis après, tes clients, ils reviennent te voir. Tu vois, j'ai un très bon client qui vient de Québec. Donc, il vient de temps en temps à Montréal pour le business. Bah, il s'arrange toujours. On a un magasin à Québec. Mais il s'arrange toujours pour passer. D'ailleurs, il écoute sûrement le podcast. Petite dédicace à toi. Mais voilà, donc c'est cool. Moi, je trouve que ça... Comment dire, c'est tellement... c'est touchant, tu vois. Je me dis, waouh, il accorde beaucoup de valeur à mon service. Et moi, ça me donne envie de continuer et puis de faire vivre des expériences à mes clients. Bon, ouais. En tout cas, si vous passez par Montréal et que vous allez dans le centre-ville, faites un coucou à Julien parce que il aime passer du temps à discuter avec vous et il vous conseillera au mieux dans vos achats. J'espère. Avec plaisir. Ouais. Merci Julien pour merci à toi. Pour on a fait partage. Plein de questions là. Là, on a bien. Questions, là. Et on est à 42 minutes. Pas mal. Je suis vraiment abusé l'épisode. Merci encore pour votre écoute. Merci Julien et on se retrouve très vite Merci à vous. dans votre poche.